Bonjour et bienvenue sur cette série de capsules portant sur la modélisation de l'hydrographie linéaire et des milieux humides à l'aide de données LIDAR, produit par le laboratoire d'hydrologie forestière de l'Université Laval, en partenariat avec le ministère des Forêts, Faune et Parcs et le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Ces capsules vous permettront de produire les cours d'eau d'un territoire ainsi que les milieux humides via deux indices. On va commencer par la définition d'un cours d'eau selon l'article 2 du RADF. Cours d'eau, en fait, c'est entendu comme tout cours d'eau permanent ou intermittent d'un réseau hydrographique s'écoulant dans un lit, n'incluant pas l'eau évacuée par le drainage naturel du sol. Drainage naturel, en fait, parfois c'est appelé écoulement éphémère ou cours d'eau éphémère, donc la différence entre un cours d'eau et un écoulement éphémère, c'est la présence d'un lit de cours d'eau. Donc un lit de cours d'eau, c'est une dépression naturelle occupée par un cours d'eau permanent ou intermittent comprenant le fond et les berges. Donc c'est vraiment le fond et les berges qui est important. Un lit de cours d'eau ne présente pas de végétation autre que les plantes aquatiques lorsqu'elles sont présentes. Il présente des signes ou des traces d'écoulement, qu'ils soient souterrains ou non. Donc, les deux types de cours d'eau qu'on a, c'est cours d'eau intermittent, un cours d'eau dont l'écoulement est intermittent et par conséquent dont le lit s'assèche à certaines périodes de l'année, comme sur la photo à droite. Sinon, un cours d'eau permanent, c'est un cours d'eau dont l'écoulement est permanent et par conséquent dont le lit ne s'assèche pas, sauf lors d'une période de sécheresse exceptionnelle. Donc là, on peut considérer, selon certaines études, une année sur 5, si un cours d'eau s'assèche, il peut quand même être considéré comme permanent. Donc la modélisation hydrographique ici, ça permet d'aller chercher des cours d'eau de petite taille, comme vous avez pu voir sur la photo d'avant et comme cette photo aussi. Donc c'est vraiment utile pour aller chercher les plus petits cours d'eau d'un réseau hydrographique. Je vais vous faire une petite mise en contexte avant de commencer la série de capsules pour vous démontrer l'importance d'utiliser des données LIDAR pour modéliser les milieux humides et hydriques. Donc avant, les cours d'eau étaient photo-interprétés comme sur cette image-ci. En fait, c'était des images aériennes qui étaient prises par avion et décalées de quelques secondes pour lorsqu'on les juxtaposait, ça permettait de voir un relief et par exemple des vallées qui servaient à déterminer, à supposer qu'il y avait la présence d'un cours d'eau comme ici. En fait, le LIDAR, ce que ça fait, c'est que ça met en évidence la microtopographie sous le couvert forestier. Fait que ça, c'est en fait le même territoire, mais avec le sol sans le couvert forestier. Puis on peut voir qu'en fait, le cours d'eau qui a été photo-interprété, il est probablement pas à bonne place parce qu'on peut quand même voir avec le modèle ombré une espèce de lit perceptible dans le modèle numérique de terrain. Donc c'est vraiment la combinaison de pouvoir voir sous le couvert forestier et avec une certaine résolution. Donc les modèles numériques de terrain qui sont utilisés sont à peu près à 1 mètre de résolution. La modélisation hydrographique, c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps, mais ça utilisait toujours des modèles numériques de terrain assez grossiers, par exemple soit aux 10 mètres ou aux 30 mètres. Donc l'aspect microtopographie puis résolution élevée n'était pas présente, puis ça devenait difficile, par exemple, de déterminer la présence des plus petits cours d'eau. Fait que c'est vraiment en ayant une résolution très élevée que c'est possible d'aller chercher vraiment une finesse dans la cartographie des milieux humides. Avant de poursuivre sur les prochaines capsules, je vais vous expliquer comment fonctionne la modélisation hydrographique. En fait, autant pour produire les cours d'eau que les milieux humides, ça reste toujours le même principe. Tout part d'un modèle numérique de terrain qui est une matrice qui possède des cellules possédant une valeur d'altitude. Dans mon exemple, en haut, j'ai un modèle numérique de terrain simplifié, puis en bas, j'ai un modèle numérique de terrain représentant un terrain réel. À partir de ce modèle numérique de terrain-là, il faut déterminer la direction de flux, c'est-à-dire pour chacune des cellules de la matrice, il faut déterminer lequel est son voisin qui possède la pente descendante la plus forte. Donc, par exemple, pour mon exemple simplifié, la cellule en haut à gauche qui possède une valeur de 78, son voisin qui est le plus bas en altitude, qui possède la pente descendante la plus forte, est celui qui est en bas à droite, donc qui possède la valeur d'altitude 67. Donc la direction de codage va être de 2. Donc ainsi, on voit que la cellule en haut à gauche possède la valeur de 2 avec la direction en bas à droite. Donc, à partir de cette matrice de direction de flux, on peut déterminer une valeur d'accumulation de flux. Donc, pour chaque cellule de la matrice, on détermine combien de cellules se jettent à l'intérieur en fonction de, justement, la matrice de direction de flux précédemment déterminée. À partir de cette matrice d'accumulation de flux-là, il faut mettre un seuil. Dans le fond, on détermine une valeur de cellules d'accumulation en deçà duquel le seuil n'est pas conservé. Donc, par exemple, ici, si on met, dans mon exemple simplifié, un seuil de 5 cellules, c'est possible de dire que
En haut de 5 cellules, on est en présence d'un cours d'eau. En bas ici, on possède un seuil de 1000 cellules, donc 0,1 hectare dans l'optique où le modèle numérique de terrain de l'exemple réel sur le terrain possède des cellules de 1 mètre par 1 mètre, soit 1 mètre carré. Donc ce principe-là va permettre de calculer autant les cours d'eau que des indices d'humidité comme le Saga Wetness Index ou le Depth Water présent dans les prochaines capsules. Dans la prochaine capsule, je vais vous expliquer un peu comment préparer les données, c'est-à-dire le modèle numérique de terrain, comment l'extraire dans une zone qui est cohérente, c'est-à-dire par bassin versant, et puis comment brûler les ponceaux d'un territoire pour rendre le modèle numérique de terrain un peu plus cohérent au niveau hydrologique.